Chers professeurs et étudiants, mesdames, messieurs, je voudrais commencer par adresser mes condoléances pour le décès du président Antoine Sfir, président de Hillery. En septembre, le président Sfir nous a aidés à comprendre le monde. Je voulais commencer par adresser mes condoléances. Je souhaite remercier Hillery de leur très aimable invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer devant vos étudiants comme nous l'envisageons depuis plusieurs mois. Il y a 10 jours, l'Australie commémorait avec le monde entier le centenaire de l'armistice. Beaucoup d'entre vous ont vu, et peut-être que certains d'entre vous ont même reconnu, notre chef d'État, le gouverneur général, Sir Peter Cosgrove, au premier rang de la cérémonie à l'Arc de Triomphe entre Poutine et Trump, et aux côtés du président Emmanuel Macron. J'étais à côté de mon chef d'État. Quelle meilleure preuve de la proximité entre nos deux pays. Ce journée symbolique fut pour moi l'occasion de me pencher sur la relation franco-australienne, son passé et son avenir. Malgré la distance entre Paris et Canberra, notre amitié est ancienne et nos chemins se sont souvent croisés. La France est très présente dans l'éducation des jeunes Australiens. Nous apprenons comment des grands explorateurs français comme Jean-François de la Pérouse et Nicolas Baudin se sont aventurés en mer Australe et ainsi marqué notre histoire. Un siècle plus tard, les Australiens sont revenus en terre française sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, où l'on a payé un lourd tribut. 400 000 Australiens engagés volontairement ont combattu pour un pays de moins de 5 millions d'habitants à l'époque. 60 000 Australiens ont perdu la vie, dont 33 000 en France. C'est un bilan terrible pour notre pays qui a laissé une cicatrice durable. Depuis un an que je suis ambassadeur dans votre pays, je me suis souvent rendu sur le site de bataille australienne dans le nord de la France. Et j'ai pu constater l'attachement des générations de Français envers l'Australie et notre mémoire commune. Dans des dizaines de villages de la Somme et du Pas-de-Calais, les écoles, les rues et les cafés portent les noms de Canberra, Victoria, The Diggers, et résonnent au son de Waltzing Matilda, en quelque sorte notre hymne national non officiel. Lors de sa visite récente en France, le gouverneur général a remis au Premier ministre Édouard Philippe l'Ordre d'Australie, l'équivalent de la Légion d'honneur. Comme il a rappelé à cette occasion, la France et l'Australie sont voisins, notamment parce que nous avons combattu sur les mêmes plages et dans les mêmes tranchées. Nous avons ressenti le même froid, la même peur et le même choc. Je suis convaincu que l'expérience de la guerre a forgé entre nos deux nations des liens durables, un engagement commun en faveur de la paix, de la liberté et du dialogue dans le cadre du multilatéralisme. Ces valeurs ont garanti à l'Europe des décennies de paix et de prospérité. Mais aujourd'hui, ces principes fondamentaux font face à une pression sans précédent. À mesure que l'unilatéralisme gagne du terrain, le monde devient de plus en plus instable. La mondialisation et les avancées technologiques présentent de nouvelles opportunités, mais menacent aussi notre sécurité. Le pouvoir croissant de la Chine continue de changer le monde, particulièrement dans notre région, l'Indo-Pacifique. Parallèlement, la politique America First du président Trump marque un changement de posture important de la première puissance mondiale. En un mot, l'ordre international construit après la Deuxième Guerre mondiale est remis
en question. L'Australie a publié en 2017 une revue complète de sa politique étrangère pour faire face à cette situation inédite depuis au moins 30 ans. L'une des principales conclusions de ce livre blanc est que, dans cet environnement incertain, les intérêts de l'Australie dépendent plus que jamais d'un ordre mondial fondé sur des règles. L'Australie deviendra un pays plus prospère et plus sûr si le système mondial est basé sur des règles clairement définies, ce que le président Macron appelle le multilatéralisme contemporain. La France est pour cela un partenaire crucial pour l'Australie. En effet, on a besoin de travailler ensemble plus que jamais pour faire vivre sur la scène internationale les valeurs fondamentales qui nous unissent. Ce soir, je souhaite évoquer la relation entre la France et l'Australie à travers 3 aspects clés de notre partenariat: les enjeux diplomatiques, stratégiques et commerciaux. Nous sommes d'abord des partenaires diplomatiques. Le système international fondé sur les règles est le meilleur outil dont nous disposons pour faire face aux grands défis de notre temps. L'Australie soutient un système international qui permet à tous les États de défendre leurs intérêts en toute sécurité. Bien entendu, nous n'y parviendrons pas seuls. Membres de G7 et de G20, comme l'Australie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et puissance nucléaire, la France a un rôle important à jouer pour le maintien de la paix et la sécurité dans notre région. À l'occasion du prochain sommet de G20 à Buenos Aires et d'autres forums internationaux, nous voulons travailler avec la France pour faire respecter le droit international, contribuer à la création de nouvelles règles et soutenir la réforme des institutions internationales. Concrètement, la France et l'Australie sont très investis dans le projet de réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Nous allons travailler ensemble avec d'autres partenaires pour rendre l'OMC plus transparente, plus efficace et plus juste. Nous sommes également des partenaires inébranlables dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. C'est pourquoi l'Australie a accepté d'accueillir l'année prochaine la 12e édition de la conférence No Money for Terror, initiée par le président Macron. Nous travaillons ensemble également sur des questions d'importance mondiale, telles que le changement climatique. L'Australie est fière d'être partie à l'accord de Paris et nous sommes engagés à le mettre en œuvre. Le climat est un sujet d'autant plus important qu'il frappe de plein fouet nos pays voisins du Pacifique. C'est pourquoi nous allons consacrer plus de 200 millions d'euros pour accroître la résilience des populations locales et améliorer la gestion des risques de catastrophes naturelles. Nous sommes également fiers de rejoindre l'initiative sur l'adaptation et la biodiversité dans le Pacifique annoncée par le président Macron lors de One Planet Summit. Cette année, nos ministres des Affaires étrangères ont annoncé une série d'initiatives visant à renforcer la collaboration bilatérale dans de nombreux domaines. Comme on aime les jeux de mots en tant que vu, nous avons baptisé ce programme Affinity pour Australie-France Initiative. Dans le cadre d'Affinity, nos 2 pays travailleront dans des domaines tels que la sécurité maritime, la coopération spatiale et la réduction de la pollution dans le Pacifique, entre autres. Dans le domaine culturel, l'Australie a choisi la France pour accueillir Australia Now en 2021. Cette véritable année de la culture australienne renforcera nos liens bilatéraux dans tous les domaines de la création artistique et culturelle. Par exemple, notre culture aborigène et la culture vivante
la plus vieille dans le monde. Nous sommes aussi des partenaires sur le plan stratégique. Peut-être avez-vous entendu parler du contrat du siècle. L'Australie a choisi la France pour construire les 12 sous-marins en Australie qui viendront renouveler sa flotte. Cet accord avec l'entreprise Naval Group s'étalera sur un demi-siècle. C'est un projet bien plus ambitieux qu'un simple contrat de défense. Il va sans dire qu'il est un contrat commercial, mais il est aussi au cœur d'un partenariat stratégique de longue durée. Il entraînera également de nombreuses collaborations dans les domaines du renseignement, de l'industrie, de la science et de la technologie. Les Australiens qui travaillent sur le projet ont déjà commencé à s'installer près des chantiers navals de Cherbourg pour échanger avec leurs collègues français qui feront ensuite le voyage jusqu'à Adelaide en Australie où seront assemblés les sous-marins. Car si l'Australie peut sembler loin de Paris, elle est au cœur d'une région stratégique pour la France. L'axe Paris-New Delhi-Canberra, comme l'a réformé Emmanuel Macron en mai dernier, la France est une grande puissance de l'Indo-Pacifique à travers tous ses territoires. En effet, nous avons établi un dialogue dit 1.5 track entre administration publique et chercheurs universitaires trilatérales Australie, France, Inde pour partager nos perspectives sur l'espace et les enjeux indo-pacifiques. Nous apprécions l'engagement de la France dans la Pacifique. Il contribue à la stabilité et la sécurité de la région et à ce que le président de la République appelle la neutralité de cet espace indo-pacifique. Comme la France, l'Australie met l'accent sur l'importance stratégique du Pacifique, souligné lors du récent sommet de l'APEC en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a quelques jours. Nous sommes également des partenaires commerciaux. Beaucoup de grandes entreprises françaises de CAC 40 opèrent déjà en Australie. Et quelques-unes des enseignes françaises les plus connues ont récemment augmenté leurs investissements, parmi eux Accor Hotel, JC Deso et Decathlon. Grâce à une libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des idées, l'Australie est fière d'afficher une croissance économique pour la 27e année consécutive, un record mondial. L'Australie et l'Union européenne négocient actuellement un accord de libre-échange. Le 12e tour des négociations a débuté lundi à Canberra en Australie. Un tel accord serait une nouvelle étape pour renforcer les opportunités ouvertes aux entreprises françaises sur les marchés à l'étranger. Il faciliterait les échanges commerciaux et permettrait une meilleure implantation des entreprises européennes dans la région du Pacifique. Un accord permettrait de réduire les barrières douanières dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie automobile ou encore le secteur du luxe. Il faciliterait l'accès aux investissements et aux services de l'Australie et de la région Indo-Pacifique. Cette région connaît des taux de croissance élevés et offre les avantages des accords de libre-échange que l'Australie a déjà signés, des accords qui sont déjà entrés en vigueur avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les membres de l'ASEAN. Cet accord compléterait le contrat de sous-marin que l'Australie a signé avec la France. Il créerait une véritable chaîne de valeur entre nos deux pays. Face à un protectionnisme croissant, il est important de rappeler notre engagement commun en faveur d'un commerce et d'investissement ouvert. L'Australie est ouverte aux investissements étrangers car ils permettent de soutenir notre niveau de vie, créer des emplois, faire baisser le prix et offrir des opportunités à nos partenaires commerciaux comme la France. Ce soir,
j'ai voulu vous montrer les nombreux liens qui constituent le tissu de notre partenariat bilatéral, qu'ils soient diplomatiques, stratégiques ou commerciaux. Mais j'aimerais aussi souligner le rôle joué par le lien interpersonnel qui rend notre relation aussi solide. Notre histoire commune est avant tout une histoire d'amitié entre nos deux peuples. Elle commence dès le plus jeune âge, avec les nombreux partenariats universitaires entre la France et l'Australie. L'Hilary en est le parfait exemple, grâce à son partenariat avec le RMIT, University of Melbourne. D'ailleurs, vous m'excuserez de prendre cette opportunité de vous encourager d'aller visiter, étudier et vivre en Australie. Si vous n'y allez pas dans le cadre de vos études, vous pourriez obtenir le visa vacances-travail, ce qui a déjà permis à près de 230 000 jeunes Français de découvrir l'Australie. C'est par ces moyens que nos deux peuples sont devenus, après plus de 100 ans d'histoire commune, avant tout amis. C'est donc sur un ton optimiste que je termine ce soir. Si la période actuelle est incertaine et l'ordre mondial menacé, nos différents partenariats continueront de porter leurs fruits. Car comme j'ai pu l'évoquer précédemment, notre relation est avant tout soutenue par des valeurs que nous partageons. L'Australie aborde cette période de changement avec confiance. L'Australie, c'est un pays innovant. La source des inventions importantes comme Wi-Fi, Google Maps et l'oreille bionique. Notre démocratie est solide. Notre société est ouverte, diversifiée et résiliente. Notre économie a enregistré 27 années de croissance consécutive. Nous vivons dans la région la plus dynamique au monde sur le plan économique. Nous avons des partenariats solides dans notre région et partout dans le monde. Et le gouvernement continuera de consolider ses bases. Et nous savons que, comme il y a 100 ans, sur le terrain de la Grande Guerre, aujourd'hui et sur les années à venir, l'Australie et la France batailleront côte à côte pour la sécurité et la prospérité de nos deux peuples et du monde entier. Vive la France, vive l'Australie, vive l'amitié franco-australienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Attendez-vous maintenant à avoir beaucoup de questions, juste à que... Oui, je suis disponible à prendre des questions. J'imagine que j'ai irrigué l'enthousiasme de vos étudiants. J'espère. Vous prenez les questions en français ou en anglais. Ou en anglais. Donc si vous voulez une réponse en anglais, vous posez la question en anglais. Bonjour monsieur, je m'appelle Emma Doué, je suis en deuxième année à l'Hilary. Vous avez dit que l'ordre mondial était fondé sur des règles, donc que le livre blanc de l'Australie avait instauré. En quoi consistent ces règles? C'est une bonne question. Je dirais que le système fondé sur des règles était instauré après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un essai, une tentative de notre part collective de mettre fin au conflit, aux grandes guerres que nous avions connues jusqu'alors. Je peux nommer des institutions, par exemple, les Nations Unies, le Comité de sécurité. Sur le plan commercial, je peux nommer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Un véritable ensemble des institutions qui nous ont garanti la paix et la prospérité depuis cette époque importante. Et maintenant, actuellement, nous avons devant nous des défis auxquels on doit relever pour renforcer, renouveler,
construire des règles, des organisations, des institutions qui sont en mesure de faire face à ces défis-là, qui sont à la hauteur des enjeux diplomatiques, je dirais. Et c'est la raison pour laquelle la France et l'Australie travaillent en étroite coopération, bilatéralement, mais également sur le plan multilatéral. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais deux questions. La première portait sur la relation entre l'Australie et la Chine, vu qu'elle est assez longuement évoquée dans le livre blanc, du coup, qui est sorti. Si j'ai bien compris, on parle de business and dialogue as usual. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça veut dire que les relations seront surtout commerciales, même s'il y a un arc d'instabilité avec la Chine? Ma deuxième question, c'est est-ce que la stratégie de défense de l'Australie doit être alignée sur celle des États-Unis, puisqu'ils sont alliés de longue date et ce serait logique de suivre leur logique sur la défense? Et est-ce que ça change avec M. Trump? Merci. Des bonnes questions. La première question. La Chine reste un partenaire incontournable pour l'Australie. Nous partageons la même région, notre arrière-cour, l'Indo-Pacifique. C'est vrai, la Chine est notre partenaire économique le plus important. Entre nous, nous avons plus près de 100 milliards d'euros des exportations. C'est énorme. De loin, notre partenaire sur le plan commercial le plus important. Mais en fait, nous avons depuis longtemps un partenariat stratégique global. C'est-à-dire, nous travaillons avec la Chine dans tous les domaines. Nos deux sociétés sont de plus en plus interdépendantes. Saviez-vous, par exemple, que sur une population de 25 millions d'habitants, nous avons plus de 1 million d'Australiens d'origine chinoise. Nous accueillons plus près de 200 000 étudiants chinois chaque année. Actuellement, on a plus près de 200 000 étudiants chinois en Australie. Nous avons dépassé 1 million de touristes par an en provenance de la Chine. C'est un partenaire très très important pour l'Australie. Nous sommes côte à côte avec la Chine en APEC, auprès duquel j'étais l'ambassadeur pendant 12 ans. Nous sommes des membres à part entière dans le East Asia Summit. C'est la conférence multilatérale le plus importante sur le plan sécuritaire. En fait, nous sommes déterminés à approfondir notre partenariat avec la Chine, c'est sûr. Mais vu l'importance, la croissance que nous avons connue dans notre relation bilatérale, c'est naturel que notre relation s'accompagne des challenges, des questions assez sensibles. C'est normal entre deux partenaires aussi proches que nos deux pays. Et c'est vrai, nous n'avons pas le même système politique. Nous avons des valeurs qui sont assez, de temps en temps, différentes. Donc, c'est-à-dire, nous avons des questions devant nous, mais nous avons des dispositifs, nous avons un partenariat digne de nos relations pour s'en sortir. En ce qui concerne votre deuxième question, c'est vrai également que les États-Unis restent notre partenaire sur le plan de sécurité le plus important. Nous avons, comme vous l'avez noté, une alliance formelle avec les États-Unis. Et c'est une alliance durable. En fait, cette année, nous avons marqué 100 ans depuis que nos deux amis se sont luttés côte à côte dans la Grande Guerre. Et c'est un intérêt qui est pérenne, qui est durable. Que ce soit le président, en fait, que ce soit M. Trump, que ce soit M. Obama,
c'est fondé sur nos intérêts communs. Merci. Donc voilà, dès que Claire est en galère de questions, elle vient me voir, elle sait que j'aurai une question. Excellence, bonsoir. Je suis professeur de géopolitique des Outre-mer et de l'Antarctique ici à Cléry. Et donc du coup, je suis très heureux de vous avoir ce soir pour vous poser plein de questions sur ces sujets. La toute première, puisqu'il y en aura peut-être d'autres, c'est la question de la Nouvelle-Calédonie, pour rester dans l'actualité. Le référendum de Nouvelle-Calédonie a notamment beaucoup inquiété nos amis néo-zélandais, qui se demandaient ce qui allait se passer. Quelle a été l'attitude de l'Australie vis-à-vis de ce référendum? Est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude? Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension? Et comment on va développer les relations d'ici à 2020 et 2022? Merci, monsieur le professeur, pour votre question très pertinente. C'est le sujet à la une ces dernières semaines. J'étais le premier ambassadeur australien désigné en France d'avoir fait une visite en Nouvelle-Calédonie avant de reprendre mon rôle à Paris, le premier. Et je l'ai fait exprès pour signaler l'importance que nous attachons à la présence de la France dans notre région. Nous sommes des voisins. Peut-être que ce n'est pas bien connu ici, mais nous sommes des voisins. Un vol de 2 heures entre Brisbane et Nouméa. Et je connais très très bien la Nouvelle-Calédonie. Ce n'était pas le premier déplacement pour moi à Nouméa. Donc, nous étions très très contents de voir le bilan. Bien évidemment, c'était avant tout une question pour le peuple de ce pays-là, de ce territoire, mais nous apprécions énormément le rôle joué par la France dans notre région, en partenariat avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, sur le plan sécurité, certainement sur le plan de sécurité maritime, sur le plan économique. C'est un atout, un vrai atout pour nous. Et voilà, vive la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je repasse à... Good evening, Your Excellency. I was wondering if... Your English is better than mine. I think we might go back to French now. On peut rester en français. Je me demandais si vous Très bien. jugez que... Enfin, je me trompe peut-être. Je pense que l'Angleterre joue encore une position favorable en Australie, très forte. Et je me demandais si on pouvait juger que un jour, un peu comme l'Inde, l'Australie s'en écarte presque complètement et s'ouvre vraiment à d'autres pays pour remplacer le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni, c'est un pays avec des liens historiques, bien évidemment. On était découvert, on a déjà une culture aborigène là-bas, mais c'était l'Angleterre qui trouvait l'Australie de la perspective européenne. Et c'est un partenaire très important pour l'Australie, ça c'est sûr. Mais nous avons construit également notre avenir dans notre propre région. Que ce soit la Chine, notre partenaire économique numéro 1, le Japon numéro 2, la Corée du Sud numéro 3, sur le plan des exportations. L'Indonésie, c'est géographiquement le voisin le plus proche à l'Australie, le plus grand pays musulman dans le monde. 260 millions d'habitants. Et le pays d'Asien, une communauté au nord de l'Australie, forte de 700 millions d'habitants. C'est notre région. C'est notre futur. Et c'est la France qui est notre voisin, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette région-là. Certainement, nous avons des racines britanniques, ça c'est sûr. Et
cela va continuer à être une influence en Australie. Mais c'était le discours de M. Macron à Sydney dans lequel il a abordé l'idée d'un axe indo-pacifique qui était très très intéressant. C'est-à-dire un enchaînement de démocraties dans la France, l'Inde et l'Australie. C'est une nouvelle perspective pour nous et c'était très très intéressant pour nous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, la zone Asie-Pacifique a pris au cours des deux dernières décennies une importance assez importante, plus récemment avec l'Indo-Pacifique. Donc je me demandais, ça doit être une assez grande source d'opportunités pour l'Australie, mais c'est aussi peut-être des tensions, notamment vous parliez des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, trois pays avec lesquels vous entretenez des bonnes relations. Mais c'est aussi trois pays, la zone Indo-Pacifique aujourd'hui c'est une zone où la sécurité est un peu sous le giron américain. Mais il y a des volontés notamment de l'Inde à vouloir se rapproprier son espace maritime et aussi de la Chine à vouloir faire pareil notamment. Donc je me demandais comment est-ce que vous pouvez concilier ces relations et est-ce que ça pose un problème Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne veut pas que notre région soit fondée sur la rivalité. C'est la raison pour laquelle l'Australie a fondé APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation. C'est en fait, c'est le parallèle, c'est une espèce différente, mais l'Union européenne de notre région. La conférence des nations pour régler, si nécessaire, apaiser la situation. À cela s'ajoute le sommet de l'Asie-Est, l'Asie orientale, le East Asia Summit. L'Australie est membre à part entière dans cette organisation également. Nous avons nos propres relations bilatérales avec chacun pays d'une manière indépendante, mais notre intérêt, comme pour la France, c'est de faire en sorte qu'on puisse construire ensemble une région fondée sur des règles. On ne veut pas remonter au siècle, au 19e siècle, où on a connu des grandes puissances, un bras de fer entre tel ou tel pays. C'était une catastrophe. C'était cette dynamique-là a contribué à la Grande Guerre. Il y a 100 ans, nous avons retenu les leçons de cette époque-là. Donc pour l'Australie, nous voudrions continuer à renforcer l'architecture multilatérale, y compris avec l'Inde, par le biais de IORAC, qui est une organisation qui se focalise sur l'océan Indien, que ce soit par le biais de APEC et d'autres organisations, mais avant tout de travailler en partenariat avec la France et d'autres pays qui sont impliqués dans la région pour faire en sorte que le système fondé sur des règles soit renforcé, reconforté. Parce que c'était depuis 70 ans le garant de paix, de prospérité pour l'Australie, pour un pays comme le nôtre. Bon, nous sommes le pays du G20, mais nous sommes le 13e plus grand pays. Nous ne sommes pas en mesure d'agir tout seul. Il faut avoir un système fondé sur les principes de coopération, de solidarité, etc. C'est un système fondé sur les règles, ce que M. Macron a appelé le multilatéralisme contemporain. Bonjour, merci pour votre intervention. Ma question est assez simple, c'est avec le réchauffement climatique qui impacte fortement la région Asie-Pacifique, quelle va être la politique australienne vis-à-vis déjà des réfugiés climatiques, mais aussi de la préservation des cultures qui sont amenées à disparaître, avec notamment la mondialisation. Merci. Merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, il faut souligner le fait que l'Australie fait partie à l'accord de Paris. Et nos objectifs, nos buts sur l'égide de cet accord-là sont très très ambitieux. Nous avons engagé à réduire d'ici 2030
nos émissions de gaz à effet de serre par 26% par rapport au niveau de 2005. Mesuré par habitant, c'est encore plus ambitieux. Nous sommes un continent qui est, comme vous le savez bien, très susceptible aux effets néfastes du changement climatique. Un petit exemple, le grand barrière de corail. C'est un atout extraordinairement important. C'est la superficie de l'Italie. Hein? C'est un organisme vivant extraordinairement délicat. C'est la raison pour laquelle le gouvernement australien a débloqué 400 millions de dollars australiens pour investir dans les projets de la recherche, etc., pour faire face aux défis autour du changement climatique. Nous sommes également impliqués dans notre région dans la question des réfugiés du changement climatique. Je ne suis pas incollable sur ce sujet-là, mais on ne peut que constater que ce débat-là, sous l'égide des Nations Unies, est en train de se développer. Et l'Australie va continuer à prendre un intérêt dans ce sujet-là. Mais pour nous, la question du changement climatique est une question incontournable, absolument capitale pour mon gouvernement. Merci. Merci de votre question. Excellence, bonsoir. Merci pour votre intervention. Il y a un axe récurrent qui a été évoqué ce soir, l'axe Indo-Pacifique. Et la presse a beaucoup parlé au début de l'année de la route de la liberté, un petit peu en écho aux routes de la soie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le concept qui a présidé à la création de cette route de la liberté et quels seraient les principaux projets qui pourraient la concrétiser? Merci. La nouvelle route de la soie, merci de votre question. C'est un projet intéressant. Force est de constater que nous avons besoin des investissements dans le secteur des infrastructures dans notre région. Selon le Asian Development Bank, à ma connaissance, c'est à peu près des trillions. C'est le nom français trillion, c'est pas un mot que j'ai utilisé beaucoup. Trillions de dollars américains on a besoin pour faire face aux tendances démographiques, les problèmes qu'on a sur le plan des infrastructures dans notre région. C'est-à-dire, c'est le positionnement du gouvernement australien que n'importe lequel dispositif pour débloquer des fonds officiels pour les infrastructures dans la région, surtout pour les pays en voie de développement, il faut que cette finance-là soit octroyée d'une manière qui conforme aux règles que nous avons ensemble construites depuis 70 ans. Formellement, l'Australie s'intéresse au projet chinois, la nouvelle route de la soie, et nous allons participer cas par cas. C'est un projet qui nous intéresse, qui est en phase avec les intentions de pays en voie de développement, qui conforment avec nos propres idées sur tel ou tel pays, nos priorités sur le plan de développement. Bon, on peut y participer. Merci. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. J'aurais une question concernant le Japon, et notamment le renouveau de la puissance militaire japonaise, notamment avec le débat qui est fait sur l'article 9 de sa constitution, et donc des tensions qui vont renaître, bien évidemment, bien plus importantes si jamais la constitution venait à changer, avec notamment la Chine, la Russie. Alors, quelle est la position, du coup, de l'Australie par rapport à cela? Merci de votre question. Je ne suis pas en mesure de commenter sur la politique intérieure de notre pays, mais je peux dire, depuis les années 50, le Japon a été un partenaire très très important pour l'Australie.
En fait, c'est parmi, c'est difficile à penser à un partenaire qui est aussi important sur le plan de sécurité dans l'Asie-Pacifique pour l'Australie que le Japon. Et je connais ce pays très bien parce que j'ai passé 3 ans en Corée du Sud en tant qu'ambassadeur adjoint pour l'Australie. Et certainement, vu de Canberra, nous accueillons un rôle pour le Japon sur le plan de sécurité dans notre région. Nous avons déjà un partenariat croissant avec ce pays-là. Et vu les enjeux diplomatiques, je dirais que nous avons besoin d'un pays comme le Japon. C'est un pays qui partage nos valeurs. C'est un pays démocratique, un pays qui, depuis longtemps, a joué un rôle très important pour défendre le système fondé sur des règles. Donc c'est un partenaire très très important pour l'Australie. Merci. Il y a une autre question? Je pense que tu en avais d'autres. Monsieur le professeur. Ah oui, j'en ai plein. Et puis comme j'ai vu des collègues devant moi regarder où était la Nouvelle-Calédonie sur leurs ordinateurs, je vais pousser un petit peu. Je peux vous aider si nécessaire. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire ça ensemble. Je ne stigmatise personne. Non. Ce qu'on sait très peu, et les étudiants qui viennent dans nos cours sur l'outre-mer ne le savent pas en arrivant, c'est que la France est le premier voisin de l'Australie, et l'Australie est le premier voisin de la France aussi, en termes de longueur des frontières maritimes et terrestres. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que le contrat des Short Fin Barracuda Block 1A que nous avons vendu pour plus de 50 milliards de dollars à votre pays, est-ce que c'est vraiment juste pour la zone Indo-Pacifique ou est-ce que c'est aussi pour l'Antarctique? C'est une question excellente. En fait, force est de constater que les listes de pays de classement basées sur la superficie maritime, numéro 1, les États-Unis, numéro 2, la France, numéro 3, l'Australie. Donc nous sommes de puissance sur le plan maritime. Nous avons choisi avant tout la France comme notre partenaire dans la construction de 12 sous-marins parce que c'était techniquement supérieur. Mais par le biais de ce contrat-là, nous avons su également de entamer un nouveau partenariat. Un nouveau partenariat fondé sur la confiance, sur les valeurs communes. Et ce contrat-là a vraiment changé le donne pour nous. On a vu des véritables communautés qui ont installé en France et en Australie, impulsées par ce contrat-là. Mais nous avons publié un livre blanc sur la défense. C'était l'année avant celui pour les affaires étrangères, en 2016, où nous avons décliné nos pensées sur le plan de sécurité maritime. C'est clair que nous nous focalisons sur notre arrière-cour, sur notre région d'influence, l'Indo-Pacifique. Et c'est clair que les enjeux diplomatiques s'élèvent dans notre région. Comme un continent avec une superficie énorme à défendre, il fallait investir davantage sur le plan de nos sous-marins. Et c'est vrai également, nous sommes un partie prenante important dans l'Antarctique. C'est évident, nous avons sous notre contrôle, en partenariat avec d'autres pays, une partie significative de ce continent-là. Donc je dirais les deux sont dans nos esprits en pensant à long terme de notre politique de la défense avec la France. Merci. Apparemment, je peux poser une autre question, s'il n'y en a pas d'autres. Il nous reste combien de temps, hein? Monsieur le professeur, il commence.
développer un élan. C'est excellent. On va en faire un autre alors. Allez-y. Sur les questions climatiques, l'Australie est en train de développer énormément son secteur du gaz naturel, du LNG. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Australie a la capacité de concurrencer la Russie ou le Qatar sur la question du LNG et, question subsidiaire, les réserves de LNG françaises dans les Outre-mer, et là je pense notamment au canal du Mozambique, est-ce que l'Australie se dit on pourrait les développer ensemble? C'est une bonne question. Force est de constater que de substituer le charbon avec le gaz naturel, ça ferait une réduction considérable des émissions des effets des gaz de serre. C'est une solution importante pour de nombreux pays sur le plan du changement climatique. D'ici 2020, l'Australie serait le plus grand exportateur du gaz naturel liquéfié. On va dépasser le Qatar. Et c'est incroyable le fait que l'Australie a su développer ce secteur très important. Force est de constater que nous avons attiré des investissements étrangers comme des investissements français. Total, par exemple, c'est le plus grand investisseur français en Australie actuellement. En ce qui concerne les projets au large de l'Afrique, on peut envisager un partenariat émergent entre nos deux pays, mais pour nous, c'est une question du secteur privé. Le gouvernement australien n'est pas du tout impliqué dans le secteur gazier. On laisse le soin aux sociétés privées comme Total et d'autres sociétés. Comme je l'ai dit pendant mon discours, nous sommes un pays construit par la mondialisation. Merci. Un autre, monsieur le professeur. Ne poussez pas. Le champ est libre à vous, je crois. Alors déjà, bonsoir et puis merci pour votre intervention qui était vraiment très intéressante. Moi, j'aurais une question par rapport au fait que l'Australie, il me semble que c'était au début d'année, s'est prononcée comme étant plutôt positive à l'idée d'accueillir les fermiers blancs persécutés d'Afrique du Sud. Et du coup, je voulais savoir par rapport comment ça fonctionne, tout ce qui est l'obtention de visas pour de telles causes comme cela en Australie, car on sait qu'en général, notamment pour les autres réfugiés, l'Australie a quand même une politique assez difficile pour l'obtention des visas de cette sorte. Voilà, merci. Merci de votre question. Force est de constater que l'Australie a été construite par l'immigration. Moi, par exemple, mon père vient de l'Irlande du Nord. 1 sur 4 Australiens sont d'origine étrangère. Nous accueillons à peu près 190 000 immigrants par an. Par habitant, c'est parmi le plus significatif dans tout le monde, certainement parmi les pays membres de l'OCDE. Et sur le plan des réfugiés, nous accueillons à 18 000, plus de 18 000 réfugiés par an. Et depuis 2015, nous avons accueilli 12 000 réfugiés de la Syrie. Et si vous connaissez l'Australie, 1 sur 7 personnes vient de l'Asie. C'est un pays qui n'est plus simplement des Européens. Les pays les plus importants comme pays de source pour l'immigration sont la Chine, l'Inde et la Grande-Bretagne, qui reflètent nos liens historiques. Donc c'est un pays qui est très très accueillant. En même temps, nous avons dû sécuriser nos frontières maritimes parce qu'il y a 10 ans une période qui était très très difficile pour les Australiens. Depuis 2008 et 2013,
nous avons vu des flottes, des embarcations gérées par des réseaux de trafiquants qui a mené à des décès de des centaines de gens au large de l'Australie. Et c'était inadmissible pour les Australiens, c'était intolérable pour simplement laisser faire ce trafic des êtres humains. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons conçu un dispositif pour travailler avec des pays tiers dans notre région, des pays qui font partie de la Convention pour les réfugiés, qui sont des membres de Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés, avec qui on pouvait travailler en étroite coopération. En ce qui concerne les fermières de l'Afrique du Sud, à ma connaissance, n'était pas mise en œuvre cette idée-là. Peut-être c'est encore, mais ça serait une partie minuscule des flux immigratoires en Australie. Et c'est important de mettre en avant les chiffres pour expliquer que l'Australie reste un pays très très accueillant, très très ouvert au monde. Merci de votre question. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. J'aimerais savoir si récemment la limitation des exportations de gaz promulguée par le gouvernement, je crois en 2017, n'a pas provoqué certaines tensions avec des pays exportateurs de gaz ou des compagnies. Voilà, merci. Des exportations des sociétés en Australie auprès du reste du monde? Ah, en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai mal compris ce que j'avais lu. Du coup, ma question n'a pas de sens. Non, c'est pas grave. Non, mais ma question n'a pas de sens en fait, du coup, Non, mais c'est une bonne question parce que je peux constater qu'en Australie, le prix des gaz à l'intérieur s'élève. Et des voix s'élèvent pourquoi est-ce que nous sommes un pays si puissant sur le plan du gaz, mais le prix du gaz en Australie, c'est si élevé. C'était une question à la une des journaux australiens, en fait. Donc, c'était pas forcément une question insensée. Hein. Merci, en tout cas. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, merci pour votre intervention. Pour revenir un peu sur le sujet des visas et des réfugiés climatiques, je suis un petit peu renseigné, j'ai vu qu'en 2017, la Nouvelle-Zélande avait lancé une initiative. Je sais que la Nouvelle-Zélande a aussi une politique assez dure, pas dure mais restrictive sur les visas, et avait justement lancé une initiative pour créer un visa spécial pour les réfugiés climatiques. Et est-ce que l'Australie a essayé de suivre un petit peu, de s'impliquer dans cette initiative parce que justement, l'Australie sera aussi concernée, je pense, par des possibles vagues d'immigrés, que ce soit pour les îles Fidji, etc. Merci. C'est pas prévu, merci de votre question, c'est pas prévu, mais il faut souligner le fait que par habitant, l'Australie, c'est parmi les 2 ou 3 pays les plus importants sur le plan de recevoir, de réinstaller des réfugiés, même par rapport à nos amis, nos frères en Nouvelle-Zélande. Comme je l'ai dit, 18 000 par an contre des centaines en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est une question intéressante. Nous avons des programmes pour la circulation des gens en provenance des petits États insulaires dans le Pacifique. Nous avons un Labour Exchange Programme avec soit le Fidji, l'île Solomon, etc. Donc nous avons déjà des dispositifs qui sont en mesure d'accueillir des gens de ces pays-là, mais on n'est pas, c'est pas habituel, c'est rare, c'est une rareté d'avoir un tel programme consacré aux réfugiés à cause du changement climatique. Mais bon, c'est la Nouvelle-Zélande qui a monté ces dispositifs, mais pas encore l'Australie. Et ni la France, à ma connaissance, ou l'Union européenne. Je ne sais pas, je ne suis pas l'expert. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de votre intervention. Suite aux attentats de Melbourne, comment l'Australie envisage sa politique antiterroriste
à savoir va-t-elle changer? Et si oui, est-ce que l'Australie va s'engager davantage sur une lutte antiterroriste extérieure comme elle a pu le faire avec l'ASEAN aux côtés de l'OTAN au Moyen-Orient, ou va-t-elle alors s'engager vers des politiques intérieures, à savoir des prolongations de peine ou la prolongation de la durée de la garde à vue, comme cela a pu se faire? Merci beaucoup. Merci, c'est une question pertinente. Nous travaillons en étroite coopération avec nos amis français sur ce sujet-là. Mais force est de constater que l'Australie, c'est un pays multiculturel. Notre chemin était un peu différent de celle de la France. Nous avons des communautés musulmanes, jusqu'à ma connaissance, 500 000 habitants. Mais c'est rare. Pour nous, comme en France, la plupart des attentats sont des loups solitaires. C'est-à-dire, en fait, cette semaine, mon Premier ministre a annoncé des nouvelles édits pour peut-être concevoir un dialogue entre des communautés différentes pour qu'on puisse mieux faire face à ce défi-là qui a touché la plupart des pays membres de l'OCDE, à ma connaissance. Mais nous étions impliqués dans la lutte contre Daesh avec la France en Irak. Nous étions impliqués également dans l'exercice en Afghanistan. Donc, nous sommes bien impliqués dans cette lutte-là également. Et également dans notre propre région, dans le sud des Philippines, où on a connu des tensions, l'implication de l'État islamique dans une région de ce pays-là. On était impliqués dans cette lutte-là également. Donc nous sommes très très conscients des enjeux régionaux sur cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de présider la 12e conférence No Money for Terror, qui était conçue par votre président, en fait, pour créer des utiles qui sont à la hauteur de ce défi-là, pour mettre fin aux flux de financement qui ont, au fur et à mesure, irrigué les terroristes, franchement. Parce que sans l'argent, ils n'ont pas vraiment des moyens pour agir, pour passer à l'acte. Donc c'est la raison pour laquelle cela reste une priorité pour nous. Et on va convier de nombreux pays de notre région pour y participer dans cette conférence-là. Merci beaucoup. Je pense que j'ai temps pour une question supplémentaire, c'est ça? Mon équipe me dit oui. Bonsoir. Je voudrais savoir quelle est la politique de l'Australie envers l'Antarctique et quelles sont ses revendications aussi. D'abord, nous sommes préoccupés par les effets des changements climatiques sur ce continent-là. Nous voudrions continuer à jouer un rôle protecteur de ce continent très très important. Et comme je l'ai dit, nous travaillons en étroite coopération avec la France. C'est le bâtiment qui s'appelle Astrolabe, qui est le bâtiment français, qui est passé par Hobart. La Tasmanie, c'est vraiment le centre de recherche à l'échelle mondiale sur l'Antarctique, pas seulement les effets des changements climatiques, mais d'autres aspects également. Donc, nous sommes très très conscients de notre rôle comme le continent du Sud, nos responsabilités. On va assumer notre responsabilité en ce qui concerne l'Antarctique avec nos partenariats dans la France. Bon, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Vous avez